Bonsoir à tous, bienvenue pour ce débrief du match de Coupe de France entre Lyon et Metz, une victoire 2-1 des Lyonnais. Alors débrief de victoire, c'est assez rare, mais on n'est pas content quand même. Ça nous change pas d'habitude, un match assez triste, mais une qualification pour les Lyonnais. On a envie de dire arraché dans la douleur, mais c'est pas vrai. Arraché dans l'ennui plus que la douleur, puisque les Lyonnais ont quand même largement dominé cette rencontre à défaut de l'enflammer. Une victoire 2-1, bien aidée par la jeunesse lyonnaise, puisque le but de l'ouverture du score a été inscrit à l'heure de jeu par Bradley Barcola, une égalisation sur un banger, une frappe à 25 mètres de Diallo sous la barre, et l'Olympique Lyonnais a finalement arraché la victoire sur une tête de Lukeba contrée sur corner. La jeunesse au pouvoir du côté de l'Olympique Lyonnais, on l'avait dit depuis longtemps, on en a encore une fois la preuve. Aujourd'hui, bienvenue à vous. Bienvenue à ceux qui se sont infligés ce match, bienvenue à ceux qui ne l'ont pas vu ou qui regarderont le débrief ailleurs, plus tard sur YouTube. Merci beaucoup, petite interlude avant de commencer le débrief de ce match. On a passé les 5000 vues sur le débrief du match contre Clermont. Alors j'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances puisque c'était une défaite atroce. Et d'ailleurs Clermont est en train de se faire sortir par Strasbourg-Königshofen. Mais voilà, merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup les pouces, les commentaires, tout ça, ça marche. Ça marche de ouf, on a passé les 5000, la chaîne a passé les 2000 abonnés, donc ça marche de ouf. Donc avant de lancer ce débrief, je vous remercie encore une fois pour le soutien parce que ça compte beaucoup. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'on rempile officiellement pour un an avec Parion Sport jusqu'à fin 2023. Donc les débriefs vont continuer, ça y est, c'est fait. C'est pas totalement signé, mais c'est bon, c'est fait. Donc merci à vous, c'est ce soutien-là qui permet de faire vivre la chaîne. Continuez s'il vous plaît, les pouces, les commentaires. Même mettez n'importe quoi, ça me fait toujours plaisir de voir les messages. Voilà, débriefons ce match ensemble. Débriefons ce match ensemble, même si dans l'absolu il va pas y avoir énormément de choses positives à dire, on s'est quand même beaucoup ennuyé cet après-midi au Groupama Stadium. Alors c'est un match de coupe, donc il faut toujours faire gaffe avec les matchs de coupe, c'est la qualif le plus important, mais comme on est quand même dans une période où on attend de l'OL quelque chose de collectivement intéressant, c'est malheureusement pas ce match contre Metz qui va nous faire changer d'avis sur les turpitudes de cet Olympique Lyonnais, les turpitudes récentes et son incapacité chronique à s'améliorer collectivement. On va parler de plein de choses. Regardez, j'ai le carnet, il y a tout marqué dessus. On va parler dans l'ordre, dans le désordre, du 3-5-2 en possession qui est chiant comme la mort. On va parler de Moussa Dembélé, de sa prestation apocalyptique. On va parler des jeunes, de la prise de pouvoir des jeunes et du prisme de jugement des jeunes de l'Olympique Lyonnais. Car souvent, je lis des choses de « Ah, mais il est pas prêt pour la Ligue 1 ». Peut-être qu'il n'est pas prêt pour la Ligue 1, mais est-ce que l'Olympique Lyonnais a le niveau Ligue 1 ? C'est une autre question. On va parler des commentateurs de France 3, puisque si vous n'avez pas Beansport comme moi, vous avez profité des commentateurs de France 3 qui avaient l'air d'être déjà à 2 grammes et d'avoir été trouvés sur un banc à la sortie d'un PMU. On va parler de la lecture du jeu de Laurent Blanc, qui est encore une fois pas terrible. On va parler de Tété, on va parler de Barcola, on va parler de Cherki, on va parler de plein de choses. Même si c'était un match un peu soporifique, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc préparez-vous, on y va. Merci encore si vous êtes sur YouTube, pensez à lâcher les pouces. Et ceux qui sont sur Twitch, merci pour les abonnements. On est à 140, on est en vitesse de croisière, c'est pas mal quand même. Des légendes de ces types. Ouais, par quoi on commence déjà, est-ce que vous avez vu le match, vous, dans le chat ? Est-ce que vous avez vu le match ? Est-ce que vous êtes endormi pendant le match ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Tiens, on va lire le chat vite fait. J'étais au stade, match à chier, j'ai dormi. L'OL me doit 8€. Au moins, c'était que 8€, c'est pas cher. Le moment où ils ont confondu Barcola, Cacré. Ah non, mais on va faire l'inventaire de tout ce qu'ils ont confondu, les commentateurs France 3, parce que c'était grandiose. Hein. Non, rien à faire de la Coupe de France. Les gars, quand même, c'est la Coupe de France. Sur un malentendu, il y a une qualif européenne. Un gros malentendu. Hein. Les 20 premières minutes, ouais. Merci Choupianou pour l'abonnement. J'ai passé 30 niveaux de Candy Crush pendant le match. Moi, je vous avoue qu'à la mi-temps, je me suis demandé, parce que c'est un truc qui me trotte en tête depuis pas mal de temps, et je me suis dit, va peut-être y avoir un moment donné où je vais lancer le débrief, et vous savez, la caméra, elle peut se poser comme ça, là, et je vais mettre la tête sur mon bureau avec un oreiller, et je vais dormir pendant une demi-heure. Ça va être dur de faire semblant pendant une demi-heure, mais là, j'étais pas loin. Puis finalement, ça s'est un petit peu agité en seconde période, mais à 0-0 à la mi-temps, j'étais parti... dur quand même. Hein. Oui, Dembélé avait chaussé ses meilleurs moon boots, effectivement. Il est prêt pour la saison au ski, hein, en tout cas. J'ai vu Yanis LB sur Twitter qui a dit que c'était une très belle performance de ski alpin, effectivement. Très très belle performance de ski alpin de Moussa Dembélé, mais on va en reparler. On va en reparler après, puisqu'il y a des choses à tirer quand même de ce match. Des enseignements à tirer et des confirmations de choses qu'on avait vues lors des autres matchs de Laurent Blanc, mais qui commencent à être un petit peu inquiétants, quoi. Chez nous, personne n'est capable de mettre la frappe qu'on s'est prise. C'est tout à fait vrai, Mesmer. C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que les bangers, les faits de jeu, les absurdités sont toujours contre l'OL. On veut voir Barcola titulaire en Ligue 1. On va y venir. Dans l'ordre. Première mi-temps abyssale, c'est rien passé.
Vraiment pas grand-chose. C'est quoi? Je vais vous mettre les stats. Je vais vous mettre les stats. Pour que vous voyez que c'est pas exactement la même analyse quand même que les 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs de l'OL, le match contre Brest et le match contre Clermont, étaient des matchs que l'OL avait gagné contre Brest et perdu contre Clermont, mais qui au niveau des stats étaient quand même très très équilibrés. L'OL avait concédé 16 tirs contre Brest et 13 contre Clermont. Là, bon, quand même, dans la dureté de notre jugement, l'OL a quand même largement dominé ce match-là. À défaut d'être flamboyant, 19 tirs à 6, un seul tir cadré côté messin. On s'est quand même bien fait chier, il n'y avait pas grand chose à faire. D'ailleurs, il y a eu. Non, c'est l'inverse. Non, c'est bon. Arrêt du gardien, 0 pour Lopez. Donc, vraiment pas grand chose à faire hein, du côté de l'Olympique Lyonnais. Malgré cette absence quasi totale de danger de la part des Messins, c'est que de 1. Hein. C'est que de 1. Et en fait, face à une opposition aussi faible, l'Olympique Lyonnais aurait dû plier le match 2 ou 3-0 sans se faire peur et sans avoir cette séquence un peu grotesque de Alexandre Oukidja, le gardien messin dans la surface lyonnaise sur corner à la 92e qui crochette et s'écroule dans la surface. Il avait plongé avant même que le corner soit tiré. Mais voilà, encore un match qui aurait dû être plié plus tôt et qui ne le sera pas et qui aura été laborieux jusqu'au bout. Pourquoi c'était Lopez au cage derrière? Je sais pas, c'est une bonne question, je n'ai pas réfléchi à ça. Mal cadré les stats, comme les frappes de Dembélé, écoute, hein, voilà. Mal cadré. Il faut que je fasse l'environnement graphique de la chaîne, ça va être fait à un moment donné. 19 tirs, 4 cadrés. Bah oui, comme d'hab, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme d'hab. Voilà, on a tous fait caca culotte sur le contrôle d'Oukidja. Moi j'étais mort de rire. Je vous avoue qu'il y a un monde où on prend un but d'Oukidja et je pense qu'on a le prix Fernand Reynaud de l'humour au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand dans un mois. Hein. C'est le prix du rire, hein, pour information. 21 fautes, 0 carton. Ouais, 0 carton. Bon, après, on va pas se plaindre. Pour une fois qu'il y a un arbitre qui balance pas des cartons partout, bon, il y avait pas grand chose qui méritait des cartons. Alors oui, je vous ai mis derrière moi, je vous l'ai mis l'action du match, c'est celle-là, c'est cette action de Moussa Dembélé qui arrive. Alors sur cette action, il faut quand même voir que Dembélé, il fait 2 trucs. Il arrive à tirer au but et faire l'intervention défensive en même temps. Et ça, c'est quand même très très fort. Il y a Choupo-Moting qui était capable de faire ça il y a quelques années. C'est très très rare d'avoir un joueur qui est capable d'être à la fois excellent défenseur et excellent attaquant en même temps. Enfin bref, voilà, pour trêve de plaisanterie, match calamiteux hein, de Dembélé. Et on en avait déjà parlé la dernière fois. En parlant de Aouar qui est pressenti à l'AS Roma, il faut encore que ça se fasse, parce qu'à chaque fois que Aouar est pressenti quelque part, il finit par rester à Lyon. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de continuer à donner du temps de jeu à Moussa Dembélé. Alors du temps de jeu en tant que remplaçant, parce qu'on peut pas faire autrement, ok. En tant que titulaire, j'ai quand même du mal à comprendre la logique. Certes, les jeunes lyonnais ne sont peut-être pas au point encore, mais quel intérêt de donner du temps de jeu à quelqu'un qui joue à l'envers et qui partira dans 6 mois. D'ailleurs, bon courage à Moussa Dembélé pour trouver sa destination avec des highlights comme ça, parce que ça risque d'être compliqué. Lui qui rêvait d'un gros club aurait pu éventuellement aller choper l'été dernier. Il a choisi d'aller au bout de son contrat. Je suis pas certain que ce soit le meilleur choix tactique de sa part. Le chat meilleur que Dembélé 100%. Oui, clairement. Alors, je sais pas si on l'a vu. Si on l'a vu le chat, mais on le voit pas parce qu'il est derrière le faux fond vert. Et Larouche qui va s'en casser. Ouais, mais on va en parler après. On va en parler de Larouche. Pourquoi on va en parler? Parce que on a bien vu sur ce match que les seuls au niveau réellement, ce sont les jeunes. Alors on va refaire un paragraphe sur Cherki plus tard, merci Tartare de Veau pour l'abonnement. On a un match qui est débloqué par 3 éléments. Ces 3 éléments, c'est Ryan Cherki, par son côté créatif, qui est le seul capable dans cet effectif d'amener un petit peu de lumière. C'est d'ailleurs lui qui tire le corner qui donne le 2e but. Le corner du 2e but est repris par Castello Luqueba et l'ouverture du score de la rencontre, c'est Bradley Barcola. On accuse souvent les Lyonnais de faire du jeunisme, de surcoter leurs jeunes, de vouloir les mettre tout de suite dans le bain. En réalité, on veut pas... Je pense parler au nom de cette catégorie-là de gens, c'est pas les jeunes qu'on veut voir sur le terrain, c'est les meilleurs. Et il se trouve que factuellement, à partir du moment où on ouvre grand ses yeux, les meilleurs sur le terrain, ce sont les jeunes. Qui peut aujourd'hui dignement dire que Toko Ekambi apporte plus, sur la durée en tout cas, pas sur un match précis, qu'un Bradley Barcola, qui aujourd'hui peut miser davantage sur Romain Fèvre que sur Ryan Cherki, qui aujourd'hui peut se targuer de dire que Boateng c'est mieux que Luqueba ou Diomandé. Je vous dis pas que ces mecs-là sont prêts pour le très haut niveau, je vous dis juste que dans cet Olympique Lyonnais-là, avec cet effectif-là, il n'y a pas photo.
Première fois que Cherki fait 90 minutes. Oui, clairement. Et d'ailleurs, c'est un problème, puisqu'on voit bien qu'il y a une aversion de Didier Deschamps, de Laurent Blanc, pardon, à faire jouer les jeunes. Bradley Barcola sort à la 70e et c'est la catastrophe derrière. Alors c'est pas lui qui tient toute la rencontre, hein. Et d'ailleurs ils sont pas tous parfaits puisque Cacré a pas été bon ce soir. Mais de manière générale, la seule chose qu'on demande c'est qu'il y ait plus de statuts à l'Olympique Lyonnais. Et ces statuts, c'est pas Laurent Blanc, hein. Ces statuts ils sont là depuis 4-5 ans. Et on va pas faire de théorie du complot, mais comment ça se fait que les coachs se succèdent et que les joueurs d'expérience mais nuls continuent à être titulaires au détriment des jeunes qui mettent beaucoup plus de temps à éclore. Vous avez parlé tout à l'heure dans le chat du cas Mohamed El Arouche, quand vous voyez que le Paris Saint-Germain aligne des mecs de 17 ans, l'AS Monaco aligne des mecs de 17 ans titulaires, l'Olympique Lyonnais a un crack dans son effectif qui a fait une excellente préparation d'avant-saison, qui est Mohamed El Arouche. Il y a également Florent Sanchez, mais dans un degré différent. Qu'est-ce qui justifie le fait de ne pas mais juste avec les pros, juste sur le banc, lui donner 10 minutes? Ce qui va se passer, c'est que l'été prochain, peut-être que Mohamed El Arouche il va vouloir partir parce qu'on aura voulu continuer à donner du temps à Oussama Aouar, à Romain Fèvre, à Jeffrey Nadalid. À ses dépens, donc l'OL perd du temps, comme il en a perdu avec Cherki, puisqu'on voit bien aujourd'hui que certes, Ryan Cherki n'est pas parfait, Ryan Cherki n'est pas un joueur fini, mais Ryan Cherki a 19 ans et on a peut-être perdu un petit peu de temps à le faire rentrer dans des mauvaises conditions, à un poste qui n'était pas le sien. Peut-être qu'on a perdu un an où Cherki aurait pu s'affirmer en tant que numéro 10 dans l'axe, et aujourd'hui l'évidence saute à peu près aux yeux. Alors il va falloir qu'il persévère, hein, il va falloir qu'il soit au niveau sur la durée, mais ça fait 3 matchs d'affilée où le meilleur joueur, ou si ce n'est dans le top 3 des meilleurs joueurs, on trouve Ryan Cherki, et on va en parler plus tard de toute façon de Ryan Cherki, parce que je pressens en tout cas un basculement dans la mentalité de Cherki, et j'espère que j'aurai raison là-dessus. Cacré, dire que certains le voient meilleur que Guendouzi. Alors oui, bon, on est fatigué, hein, donc petite pensée pour Tagliafico qui revient ici après une victoire en Coupe du Monde. Alors Tagliafico, bonne rentrée, hein. Enfin on a vu la différence quand même. On a vu la différence, hein. Ryan Cherki aura plus qu'un an de contrat l'an prochain, c'est vrai. Non, il est à 2025, Ryan Cherki. C'est 2 ans de contrat. On recommence toujours les mêmes erreurs. Ben oui, mais après, on dit tout le temps les mêmes choses. Le nombre de joueurs que l'Olympique Lyonnais a perdu par frilosité et par statut. Alors, il y a des erreurs qui ont été commises, notamment avec Amine Gouiri. Mais je vous rappelle que Pierre Calulu, champion d'Italie et excellent joueur au demeurant, a quitté l'Olympique Lyonnais à contre-cœur puisqu'on lui préférait Mapou Yanga Mbiwa dans le groupe plutôt que de le mettre lui. Alors, la faute est un peu sur la dos de tout le monde, hein. C'était Rudy Garcia le fautif, c'était Juninho pour pas avoir suffisamment cru en lui, c'était le reste de la direction sportive. Mais voilà, aujourd'hui, un Calulu aurait clairement pas fait de mal à cet Olympique Lyonnais. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Le prisme d'évaluation des jeunes, ce que j'ai marqué là-dessus, pour terminer un petit peu sur les jeunes, je pense que c'est très important de comprendre sur les jeunes de l'Olympique Lyonnais, comment on les juge. Et je pense que c'est important d'avoir une manière de les juger qui est conforme à la réalité. Le prisme d'évaluation des jeunes d'il y a 3-4 ans, c'était est-ce qu'il a le niveau Ligue des Champions, est-ce qu'il a le niveau titulaire podium Ligue 1. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup ces débats-là à l'époque de l'émergence de Cacré, de Melvin Barr ou de Oussama Aouar. Aujourd'hui, le prisme d'évaluation à l'Olympique Lyonnais, c'est pas le même. Le prisme d'évaluation à l'Olympique Lyonnais, c'est est-ce qu'il serait titulaire à Brest ou Lorient. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui sont titulaires actuellement ne seraient pas titulaires dans des clubs de bas de tableau. Donc est-ce que ces mecs-là, est-ce que des Barcola, est-ce que des Cherki, est-ce que des, je sais pas, des Koumbedi seraient titulaires dans un club qui joue le milieu de tableau de Ligue 1? Et pour moi, la réponse est oui. Donc à partir du moment où la réponse est oui, ces joueurs-là méritent d'être titulaires à l'Olympique Lyonnais, puisque l'Olympique Lyonnais est un club de milieu de tableau. Les joueurs actuels sont au niveau du milieu de tableau. Donc la logique derrière ça, c'est que si vous prenez Bradley Barcola, si vous prenez Ryan Cherki, si vous prenez même Malo Gusto ou Maxence Cacré d'aujourd'hui, et que vous vous dites est-ce qu'ils ont le niveau pour viser le podium en Ligue 1 ou jouer en Ligue des Champions, la réponse est très probablement non, pas encore. Alors Maxence Cacré l'a eu à un moment donné, mais aujourd'hui, est-ce que ces joueurs-là ont le niveau pour amener l'OL un petit peu plus haut qu'il ne l'est actuellement? Je pense qu'on peut difficilement répondre non à cette question. Et c'est mon problème dans la gestion des jeunes à l'OL, qui est que dans beaucoup de clubs, quand les titulaires sont nuls et que le club est 9e de Ligue 1, 10e de Ligue 1, 11e de Ligue 1, on les met en réserve, on les met sur le banc et on essaye de changer un petit peu l'état d'esprit de tout ça. Là aujourd'hui, vous êtes un titulaire à l'Olympique Lyonnais, vous avez bien vu que Jeffrey Nadalid a dit non, moi je n'ai pas envie de partir. Moi je suis bien à l'OL, hein. Je suis nul, je joue pas. Mais je suis bien payé et on m'emmerde pas. Voilà, les mecs perdent, ils reviennent dans le vestiaire, il n'y a pas de problème. Et vous êtes jeune à l'OL, vous vous arrachez à l'entraînement, vous jouez pas.
bah, vous êtes en dépression aussi. Donc il y a un problème d'état d'esprit, on l'a bien vu qu'il y avait un problème d'état d'esprit, mais ce problème d'état d'esprit vient aussi de la gestion des hommes. Si les mecs qui sont titulaires avaient peur de perdre leur place et de disparaître dans les méandres du football mondial, comme l'ont été par exemple Pape Cheikh Diop ou des mecs qui sont retrouvés balancés en réserve, peut-être qu'ils auraient un petit peu plus peur de perdre. Et si les jeunes avaient un peu plus leur place quand ils montrent des choses à l'entraînement, peut-être qu'ils se défonceraient encore plus pour montrer qu'ils sont meilleurs que les titulaires et que l'état d'esprit serait meilleur à l'Olympique Lyonnais. Vous avez vu cette interview de Laurent Blanc qui a dit qu'il fallait les aider. Vous avez vu les échos qui disent que tout le monde s'en fout de perdre l'Olympique Lyonnais. Il y a un problème d'état d'esprit et le problème d'état d'esprit, pour revenir sur le match d'aujourd'hui, il est assez criant quand on voit que cette équipe a du mal à faire, à être meilleur, parce que l'OL a été meilleur sur le match, mais à être vraiment meilleur qu'une équipe qui est 6ème de Ligue 2. Aujourd'hui, c'est quand même un test grandeur nature de savoir si l'Olympique Lyonnais est quand même meilleur qu'une équipe de Ligue 2. Alors la réponse c'est oui, mais pas de beaucoup. Mais vraiment pas de beaucoup. Donc c'est ça le souci de fond avec cette équipe-là. Et je pense que le salut de cette équipe-là passera par déjà un renouvellement de son staff, notamment les dirigeants, mais également par une redistribution des cartes au niveau des statuts et des places de titulaires, parce que je pense vraiment pas qu'aujourd'hui, certains jeunes de l'OL, y compris ceux qu'on n'a pas encore vus, fassent tâche par rapport aux titulaires actuels. Je suis désolé, je sais que la profondeur d'effectifs au niveau des attaquants à Lyon est pas folle, mais quand on voit la performance de Moussa Dembélé aujourd'hui, c'est quoi le mieux? Mettre un jeune qui a le niveau début de Ligue 2, fin de Ligue 1, ou Moussa Dembélé? Je suis désolé, c'est un peu absurde. Et moi-même, j'étais le premier à dire qu'on avait besoin de Moussa Dembélé pour faire doublure avec Alexandre Lacazette. Bon, l'impression qu'il n'y en a plus grand-chose à foutre quand même. Avec ce raisonnement, le PSG, c'est niveau national vu qu'ils ont galéré contre Metz. Ouais, enfin, le PSG, ils sont pas 9ème de Ligue 1. Voilà. Le problème, c'est pas de galérer une fois contre une équipe de bas niveau. Le problème, c'est de réussir par miracle à en battre une et de galérer 95% du temps. Arrêtez d'être un peu de mauvaise foi. Vous me dites, ah bah oui, regardez, PSG, ils ont perdu contre Lens, et Lens, ils ont galéré à battre l'INA Montlhéry, du coup, le PSG, c'est niveau régional 1. Le problème de l'OL, c'est pas qu'ils galèrent une fois contre une équipe de merde, c'est qu'ils arrivent pas à battre toutes les équipes de merde. C'est ça le souci. Alors excusez-moi pour le terme équipe de merde, équipe de bas de tableau, mais vous jouez contre Brest, c'est laborieux, vous jouez contre Clermont, vous perdez, on va jouer contre Nantes, on va rigoler. Donc voilà, à un moment donné, on peut regarder ailleurs, mais ailleurs, ils sont pas dans la même situation. La seule équipe qui est aussi déprimante que l'Olympique Lyonnais par rapport à ses moyens, c'est l'OGC Nice. J'étais à Rennes cette semaine, lundi je suis allé voir Rennes-Nice. Bon, Nice, ça donne au moins autant envie d'arrêter le football que l'Olympique Lyonnais, mais c'est les mêmes problèmes, de fond. D'ailleurs, Clermont s'est fait sortir par une R1. Oui, j'ai vu, ils sont allés au tir au but. Voilà, on peut aussi analyser ça. Clermont se fait battre par une équipe de Régional 1, Clermont a battu l'Olympique Lyonnais à domicile, du coup l'Olympique Lyonnais est niveau Régional 1. Donc voilà le constat là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté dessus? J'ai noté TT, mais on va en parler sur les notes de TT, parce que... Wow, c'est la sinistro cet été. On a critiqué Toko, mais alors Mathéus Tété, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose. La lecture du jeu de Laurent Blanc, c'est comme d'hab. Sortir Barcola. Pourquoi sortir Barcola? Pourquoi, toujours, depuis 3, 4, 5 matchs, Laurent Blanc sort le meilleur joueur sur le terrain qui s'avère généralement être un jeune? Il y a un problème, quand même. Bradley Barcola. Pourquoi Bradley Barcola sort? Bradley Barcola, il a pas beaucoup de temps de jeu. Alors j'ai vu un mec sur Twitter me dire oui, mais c'est parce qu'il joue jamais, donc il a pas 90 minutes dans les jambes. Alors quand un mec joue jamais, il a pas 90 minutes dans les jambes parce qu'il joue jamais, et quand un mec joue trop, il a pas 90 minutes dans les jambes parce qu'il joue trop. Bon, à un moment donné, Bradley Barcola, il s'entraîne comme les autres, il joue comme les autres, il peut jouer 90 minutes. Il sort, pourquoi il sort? Toko est blessé apparemment. Je sais pas, voilà, enfin bon. On a eu en possession un 3-5-2. Après, le 3-5-2 se défend dans le sens où vous avez Damien Da Silva arrière gauche, donc vous pouvez difficilement avoir un latéral offensif quand c'est Damien Da Silva. Damien Da Silva dont on reparlera un petit peu plus tard. C'était chiant, quoi. C'était un 3-5-2 avec comme seule possibilité d'offensive un Ryan Cherki qui décroche et qui provoque quelque chose. Donc je suis pas certain que ce soit ce système-là. Je pense que ça changera quand Tagliafico reviendra dans le 11 lors du prochain match. Mais on n'a pas encore trouvé la bonne recette. Il sort peut-être pour être titulaire contre Nantes. J'ai de sérieux doutes, mais si j'ai tort, tant mieux. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté Dembélé. On en a déjà parlé, Dembélé, mais...
Vous vous rappelez cet été, Dembélé? Vous vous rappelez les rumeurs comme quoi il voulait aller au bout de son contrat pour pouvoir choisir son club l'été prochain et qu'il avait fait des grands tweets avec des hashtags genre un peu cryptiques, non, non, c'est pas vrai, les médias vous mentez, etc., etc. Vous vous rappelez ça? Non, c'est pas vrai, je ne veux pas partir pour aller au bout de mon contrat. Bon, bah, il va partir au bout de son contrat. Alors que. Enfin, Moussa Dembélé, c'est quand même assez triste. C'est assez triste parce que c'est un mec qui, sur sa période lyonnaise, ça avait bien commencé, s'est tombé dans un gigantesque creux, il s'est blessé, puis il revient, il marque 20 buts et il arrive à 1 an de son contrat avec une hype au maximum. Je crois qu'il a 26 ans, Moussa Dembélé. Il y a même un monde où, s'il continue sur sa lancée, il peut aller faire le mondial. Hein. Et au lieu de capitaliser sur cette hype-là, de partir dans un club anglais, probablement, ou je sais pas, un club allemand, de rapporter un peu d'argent à l'OL, mais ça, à la limite, il s'en fout, et du coup, de capitaliser sur sa hype, sur sa forme, il a fait le choix sciemment de rester 1 an à l'OL dans l'ombre de Lacazette pour essayer d'avoir un meilleur contrat ailleurs. Alors, je sais pas où il va atterrir l'été prochain, Moussa Dembélé, mais je lui souhaite bon courage pour avoir un niveau de hype et un niveau de courtisan, on va dire, égal à l'été dernier. Donc c'est perdant-perdant. L'Olympique Lyonnais touchera 0 € sur le départ de Moussa Dembélé. Et lui, il va forcément avoir des moins bonnes solutions. On pensait quand même que l'épisode Bafé Gomis, il y a quelques années, avait enrayé ça. Bafé Gomis, qui était courtisé par Swansea en première ligue à l'époque, qui avait refusé Swansea pour 10 ou 15 millions, pour aller signer libre quelque part 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Finalement, Bafé Gomis s'est retrouvé à signer libre à Swansea. Bon, bah bon courage, Moussa. Hein. Bon courage. Voilà, il y en a marre de ces joueurs qui se surcotent eux-mêmes. Et je pense que c'est le problème, il est aussi là. Il y a beaucoup de joueurs à l'Olympique Lyonnais qui se voient beaucoup meilleurs, largement meilleurs qu'ils ne le sont. Oussem Aouar, il rêvait de grands clubs. Il y avait des rumeurs comme quoi il avait refusé Séville l'été dernier. Alors attention à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, le niveau de Oussem Aouar, c'est quoi? C'est Montpellier, quoi. Bon courage à lui. Donc bon. Je voulais parler des commentateurs. Je voulais parler des commentateurs de France 3. Sous le prisme de l'humour, mais en vrai, je suis un peu scandalisé, je vais pas vous mentir. Ils ont la chance, France 3, d'avoir la Coupe de France sur les antennes régionales. C'est quand même un des rares moments de sport qu'on a en gratuit à la télé, un des rares moments de football en tout cas qu'on a en gratuit. Il y a beaucoup de jeunes journalistes, notamment dans la PQR, la presse quotidienne régionale, qui rêveraient de commenter un match. Et des mecs qui sont bons pour commenter les matchs, il y en a plein partout. Vous secouez Internet, vous en trouvez 20. C'est pas ce qui manque dans la région lyonnaise, des bons commentateurs en pige. Et vous mettez sur ce match des mecs, je ne les connais pas, hein, je veux dire, j'ai rien contre eux dans l'absolu. Vous mettez des commentateurs qui, visiblement, n'ont pas travaillé leur match, racontent absolument n'importe quoi, et confondent les joueurs. Alors, je veux bien qu'on confonde les joueurs quand on est à Santiago Bernabéu et que la tribune de presse, elle est à 2 km du terrain. La tribune de presse à l'Olympique Lyonnais, on voit très bien la pelouse. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de brume, il n'y a pas de pluie. On voit très bien. Les commentateurs de France 3, ils ont réussi à confondre Barcola et Cacré. Ils ont réussi à un moment donné sur un corner à confondre Cherki et Da Silva. Vous avez Cherki qui fait des dribbles et des 1-2, et le mec dit Da Silva pour Cacré. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont un match à commenter dans l'année, ils sont même pas foutus de le bosser. Alors quand vous commentez Clermont, Strasbourg, Königshofen, et que vous vous plantez sur les joueurs de Strasbourg, Königshofen, parce que c'est des joueurs de R1 et que vous les connaissez pas, bon, je veux bien, hein, c'est normal, c'est compliqué. Mais l'Olympique Lyonnais confondre Cacré, Cherki, il a confondu Lukeba, Barcola, il a pas arrêté de dire, le commentateur, et ça m'a fait beaucoup rire, il a pas arrêté de dire que Bradley Barcola avait un côté Loïc Rémy. Alors le côté Loïc Rémy, c'est pas pour le style de jeu, hein, parce qu'ils étaient pas vraiment du même style, hein, Rémy était plus explosif, c'est juste le mec, il a vu un mec black avec des tresses, il s'est dit « Oh, c'est Loïc Rémy !» C'est vraiment les mêmes qui comparaient Mouktar Diakabi et Castello Lukeba, quoi. C'est consternant d'avoir un niveau de commentaire abyssal, quoi. Il y en a plein des mecs qui commentent super bien les matchs. Enfin, allez chercher des mecs qui commentent le national, là, avec la FFF. Notamment, enfin, je le salue parce que c'est un pote à moi, mais Emmanuel Moine qui commente les matchs de national, il est excellent. Il mériterait bien de commenter son petit match de Coupe de France. Chez Eurosport, c'est pareil, hein, le niveau des commentaires, c'était juste... voilà. Non, mais c'est fou, quand même. C'est quand même fou d'avoir des commentateurs aussi nuls. Voilà, c'est un interlude parce que ça pourrit le match, quand même, hein.
Ils sont nazes. Ils nous ont fait 5 minutes d'éloge sur Damien Da Silva en expliquant que c'était un super joueur. Ils nous ont expliqué que Mathéus Tété était plus un milieu offensif qu'un ailier, alors que le mec a jamais joué milieu offensif à l'Olympique Lyonnais. Moi, je me rappelle de Maxime Cacré chez Eurosport aussi, et de Maxence Cornet aussi, je sais plus. Enfin bref, c'est assez déprimant quand même. C'est assez déprimant. Apparition du chat, je l'ai pas vu. Bon, il est peut-être là. C'est quand même assez déprimant d'avoir aussi peu d'exigences pour le service public, parce que, désolé pour la take de fonds de PMU, je vous rappelle quand même que les commentateurs de France 3 sont payés avec nos impôts, et bon, bah voilà, c'est un peu triste. L'analyse de TT, c'est parce qu'ils sont grands suiveurs de Shakhtar. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu le moment Lovren. Oh là, oui, oh là là, le moment Lovren. Oh, le moment Lovren. Oh là là, c'était. Il a marché sur. C'est même pas il a marché sur des œufs, là. Il a marché sur le poulailler. Hein. Donc bon. J'ai pas vu le match, donc on a été nul. On n'a pas. En fait, il faut remettre les choses dans l'ordre. L'Olympique Lyonnais n'a pas été nul. Parce que l'Olympique Lyonnais, a gagné et a mérité de gagner. L'Olympique Lyonnais a dominé cette rencontre. Est-ce que l'Olympique Lyonnais a été bon ou assez bon ? Non, l'Olympique Lyonnais n'a pas été bon, l'Olympique Lyonnais n'a pas été assez bon, n'a pas montré assez de choses. C'est des matchs qui doivent être faciles et ça a été un match laborieux. Donc voilà. Des chants homophobes, ils ont dit pour Lovren. Oui, ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé. On n'a pas parlé d'ailleurs de l'action des supporters avec les affiches. C'est rare hein, à Lyon que les groupes de supporters fassent des actions comme ça. Vous avez peut-être vu ces affiches, les affiches qui disent agissez ou partez, avec la tête un peu genre wanted, mort ou vif là, avec qui ont été ciblés Chirou et Ponceau, Da Silva, Thiago Mendes, Toko Ekambi, Aouar et je crois que c'est Jeffrey Nedved aussi. L'action a aucune utilité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça n'a aucune utilité, parce qu'on est sur un club qui a tendance à beaucoup désamorcer tout ce qui se dit sur les réseaux. Là, c'est du physique, c'est des actions physiques. Ce sont des actions physiques qui sont menées face au marasme de ce club. Et moi, vous connaissez mon avis critique sur certains groupes. Là, je trouve que c'est très bien d'avoir cette action qui est pas violente, qui est une action un peu comme les banderoles sous Genesio ou quoi que ce soit. Ça fait de mal à personne, c'est juste... on s'exprime. Voilà, donc c'est bien. Je trouve ça bien d'avoir fait ça. Je suis pas forcément d'accord sur certains profils ciblés. Damien Da Silva est pas au niveau, mais Damien Da Silva, il fait ce qu'il peut. Thiago Mendes, bah, c'est pas Thiago Mendes qui a choisi de prolonger à l'OL, c'est l'OL qui lui a proposé de prolonger. Donc encore une fois, c'est bien de cibler, mais je pense que les principales cibles à cibler, en tout cas, c'est Bruno Chirou et Vincent Ponceau, ça c'est sûr. Voilà, on atteint le communiqué OL. J'ai pas vu le communiqué, s'il y a eu un communiqué. La tristesse de Nice. Oui, Nice est en train de perdre contre le Puy-en-Velay. Je vous avais dit, hein, franchement... j'étais au stade pour Rennes-Nice, j'ai vraiment eu le sentiment que Nice c'était encore pire que Lyon. C'est-à-dire je me disais comment c'est possible que Nice, avec ses moyens et son effectif qui est quand même pas scandaleux, l'effectif de Nice, il est pas terrible mais il est pas scandaleux, puisse se retrouver à 3 ou 4 points de Lyon. Bon, j'ai compris. Voilà pour le débrief global de ce match. J'avais noté les 4 étapes du supporter de l'OL, mais on a gagné, donc on va pas les exprimer, on les garde pour la prochaine défaite. En gros, c'est comme les étapes du deuil. D'abord, il y a l'espoir que ça aille mieux. Ensuite, il y a la déprime. Après, il y a le masochisme, c'est-à-dire espérer qu'on perde pour que les choses changent. Et après, il y a la rigolade. Et après, on rigole bien. Voilà. Mais c'est les 4 étapes. Placez-vous sur cette échelle de 4 étapes. Moi, j'en suis entre le 3 et le 4. Voilà. C'est lui qui nous met les 2 pitres en haut du club. Oui, c'est Olas, bien sûr. Ah, t'es vraiment un chat noir. Bah oui, je suis un chat noir parce que moi j'allais chez mon associé à Rennes et il m'a proposé d'aller voir le match parce que lui est supporter rennais. Je me suis dit, oh bah je vais aller le voir. Je vais aller voir Martin Terrier. Bon, bah on va plus voir Martin Terrier pendant longtemps. D'ailleurs, je pense pas qu'il regarde les débriefs, mais j'étais très triste pour lui et j'espère qu'il se remettra bien vite parce que c'est un très très bon gars, Martin Terrier, et qu'il était en pleine ascension et que c'est terrible pour lui d'avoir cette horrible blessure. Donc voilà, j'espère que Martin Terrier se remettra bien et vite et qu'il se remettra avec le même aplomb qu'Amine Gouiri s'est remis de la même blessure. Voilà pour le contenu de ce match. Qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter à part, avant de passer aux notes? Bah, il y a le coup franc de Cacré quand même. Alors c'est anecdotique, hein. Mais quand on voit le nombre de joueurs sur les 3-4 derniers qui ont pris des coups francs à l'Olympique Lyonnais pour les tirer n'importe comment, quand on voit que Maxence Cacré a comme une belle technique de frappe, c'est à se demander pourquoi on n'a pas pensé avant à mettre Maxence Cacré le tweet de l'EDF qui dit soutien Martin était incroyable. Ouais, bon, voilà. J'espère que ça n'aura pas trop d'impact sur la suite de sa carrière. Bah, le problème, c'est que Martin Terrier, je crois qu'il a 25 ans, et les croisés à 25 ans, c'est dur. Quand vous êtes Amine Gouiri, que vous les faites assez tôt, il y a moyen de s'en remettre. Après, Memphis s'est fait les croisés, il est revenu. Hein. Il est revenu au meilleur niveau. Donc, c'est pas perdu pour Martin Terrier, mais on va espérer qu'il revienne
Terrier, pas 25. Terrier, il a quel âge, Martin Terrier? Il a 24, non? 25? 25 ans. 25, ouais. 25. Il a 25 ans. Bientôt 26, ouais. Prolongation de Deschamps au souffle. Ouais, ça, honnêtement, je m'en fous. Hein. Match international. C'était quoi le moment de Lovren? En fait, le commentateur de France 3 a essayé de parler des trucs extra sportifs de Lovren. Vous savez, ces chants nationalistes et notamment les prises de position, on va dire, pour être très poli, anti-woke, pour pas dire homophobe. Et on sent qu'il n'était pas très renseigné sur le sujet. Voilà. Je pense qu'il reviendra car ça a l'air d'être un mec vraiment sérieux. Oui, c'est un mec très sérieux, très consciencieux, mais malheureusement, les blessures au croisé, c'est pas forcément le travail qui définit si tu t'en remets ou pas, c'est un peu de la RNG. Hein. Donc voilà, prise de position anti-LGBT, oui, voilà, enfin, c'est. Lovren, moi j'ai fait le choix de pas en parler, en tout cas pas sur Twitter. Je trouve ça. En vrai, on va pas en parler. Ça m'agace un petit peu que, à défaut de pas pouvoir prendre des bons joueurs, on peut quand même prendre des joueurs qui n'ont pas de casserole au cul. Mais bon, on va voir. Hein. Ça se trouve, il sera très bon. Et s'il est très bon sur le terrain, vous allez voir que tous les trucs extra-sportifs, on n'en parlera plus. Voilà. Moi, je suis pas convaincu par le profil sportif de Lovren. On en a déjà parlé la dernière fois. Je suis pas certain que prendre un mec de 33 ans parce qu'il a fait un bon mondial et qu'il connaît le club, alors qu'il est quand même parti avec des propos sur le club qui étaient quand même assez sales, je suis pas extrêmement convaincu que ça va être le leader qui va sortir le vestiaire de sa torpeur. Alors peut-être que j'ai tort, j'espère honnêtement, j'espère avoir tort. Et pour l'extra sportif, je pense que les choses parlent d'elles-mêmes, donc voilà. Notre cellule de recrutement qui prélude les mecs, c'est nul. Avec Liverpool, il n'était pas dégueu. C'était laborieux avec Liverpool, à certaines périodes quand même. Mais bon, on va voir. Hein. Après, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Mais je suis pas certain que ce soit le bon profil. Et j'ai une peur qui est que ça fasse comme Boateng, c'est-à-dire un mec qui va faire 3-4 bons mois. Je vous rappelle qu'il a signé pour 2 ans et demi hein, et qui va coûter cher, c'est un gros salaire. On a déjà un problème à l'OL avec des gros salaires et des grosses primes. Pour avoir fait revenir Lacazette, Tolisso, le club a dû lâcher des grosses primes. Boateng, c'est un gros salaire, même s'il va partir dans 6 mois. C'est un nouveau gros salaire pour l'Olympique Lyonnais. Et si jamais ça ne marche pas avec Lovren, ça va être un gros salaire qui va végéter au club pendant encore 2 ans. Donc il y a une prise de risque. C'est pas parce que c'est pas très cher et qui vient en provenance de Russie que c'est pas une prise de risque financière parce qu'un Dejan Lovren, ça touche pas 100 000 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi son salaire? On ne sait pas, mais si je devais faire du doigt mouillé, je pense qu'un Lovren, c'est 200-250 000 euros par mois. Je serais ravi d'avoir tort. Hein. Mais voilà, on va voir le sportif. Pour l'extra sportif, tout a été dit. Dejan Lovren s'est expliqué dessus. Mais bon, c'est voilà. Quelle erreur de ramener Lacazette Tolisso avec de recul. Lacazette, non. Tolisso, c'était risqué. On le savait. Tolisso sportivement, il est bon. Le problème, on le savait, hein, Tolisso, que le problème, ça allait pas être le sportif. On savait que le problème, ça allait être la condition physique et les blessures. Malheureusement, c'est un vrai problème. Et à salaire égal, je pense que Lacazette est un bon investissement. Parce que ça paye, hein. Je veux dire, Lacazette est un bon joueur, il est utile dans ce club. Tolisso, malheureusement, on peut pas compter dessus comme titulaire, et donc le fait qu'il soit là ne comble pas un besoin de l'OL, puisqu'il faut quand même le doubler. Donc à froid, moi je suis content d'avoir d'avoir Tolisso à l'OL, mais je suis pas sûr que c'était un très bon choix, effectivement. Tolisso, quand il est sur le terrain, c'est très bien. Ouais, malheureusement, la rentrée de Lacazette fait du bien ce soir. Moi, je critiquerai pas le retour de Lacazette. J'étais très heureux qu'il revienne. Je suis très heureux quand il est sur le terrain. Et même s'il a coûté cher, je pense que c'est un investissement nécessaire. Voilà, c'est vraiment une énorme réussite. On verra sur la durée, mais pour l'instant, oui, c'est une réussite Lacazette. Et moi, je remettrai pas en cause le fait d'avoir fait revenir Lacazette là-dessus. Tu comptes faire un putsch au siège de l'OL? Oh non, pitié, au secours. 10 buts casse-passe D, vous pouvez, ouais, voilà, 10 buts casse-passe D, 4 passes D, pardon, c'est pas un mauvais investissement. On passe aux notes. On a bien fait le tour. On va passer aux notes. Hop, voilà, je vous lance le petit paint. Alors, nous avions. Alors, déjà, on va dessiner le terrain. Hop. Essayer de faire un terrain correct cette fois. Oh là, non, ça va pas. Et c'est pas grave, tant pis. C'est un terrain de Coupe de France. On va dire qu'il est un peu abîmé. C'est pas grave. Voilà, hop. Il y a un peu de traviole. Hein. Il a bien vécu le terrain. C'est la pelouse de janvier, là. Alors, nous avions sur le terrain ce soir, merci beaucoup, Pispotique, Carquefou, Lopez, Diomandé. Nous avions Lukeba.
nous avions Damien Da Silva, Koumbedi pour sa 3e titularisation. Merde, j'ai oublié le M. Nous avions Thiago Merguez. Nous avions Cacré. Cherki. Barcola. Bon, sans que Dembélé. Et ici, Mathéus Tété. Voilà pour le 11 de départ de ce match contre Clermont. Alors, vous savez quoi, on va prendre l'habitude de mettre le score là. Non, c'est pas Clermont, pardon, c'est n'importe quoi. C'est pas Clermont, c'est Metz. C'est Metz, voilà. T'as mal écrit Kéké. Oui, c'est vrai que j'avais oublié ça, qu'ils avaient confondu les noms aussi. Anthony Lopez. Alors, Anthony Lopez, vous savez quoi, j'ai presque envie de pas le noter. Presque envie de pas le noter, parce qu'il a rien eu à faire, Lopez. Il a rien eu à faire. En vrai, Lopez, on va lui mettre 5. Mais c'est un 5, c'est pas un 5 moyen, c'est un 5 de y a rien à dire. Donc, pourquoi 4 Si, c'est vrai qu'il y a à un moment donné une relance qui est dégueulasse, qui donne une occasion pour Metz. C'est une bonne sortie, quelques relances foireuses, pas de but concédé, c'est 5. C'est 5, Lopez. Voilà. C'est un 5 de pas grand chose à faire, mais pas foufou, et vraiment toujours balle au pied, c'est pas foufou quoi. Pas de but concédé, oui, pardon, pas de but concédé. Ce que je voulais dire par pas de but concédé, c'est qu'il peut rien faire sur la frappe sous la barre. Il prend le pauvre Lopez, combien il en aura pris des comme ça, des frappes monstrueuses où il peut juste regarder le ballon passer. Il y a un tir cadré, le tir cadré, c'est une frappe qui tape la barre et qui va dans le but. Bon, on peut pas lui reprocher de pas arrêter ce missile-là. Le fautif sur ce but-là, c'est Da Silva qui relance dans l'axe et c'est Koumbedi qui sert peut-être pas assez, mais c'est très clairement pas Lopez. Donc voilà, pas de but concédé, oui, c'est une saucisse. Mais le but concédé, il y peut rien. Bon, on peut difficilement mettre plus que ça parce qu'il n'y a pas eu de choses flamboyantes. Et on peut pas lui mettre moins parce qu'il n'a pas été mauvais. Donc voilà, Lopez c'est 5. Lukeba, bah, c'est lui hein, qui donne le deuxième but. Bien placé sur le corner, toujours précieux sur les phases arrêtées quand on arrive à les tirer. Lukeba c'est un 6,5. Ouais. C'est un 6 sur la globalité, c'est un 6,5 grâce au but. Voilà, c'est 6,5. Diomandé, c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire qu'il est précieux sur le jeu long quand il se prend pour Beckenbauer, rappelez-vous. Pour le reste, Diomandé, sur le but, il n'est pas innocent. C'est encore un match assez moyen de Diomandé. Encore une fois, le but concédé, c'est pas forcément lui le fautif, c'est un 5. C'est un 5. C'est pas. Vous savez que j'adore signaler Diomandé. Mais c'est pas l'assurance tout risque. Voilà pour Diomandé. Koumbedi, toujours précieux offensivement. Surtout dans cette animation où on se retrouve avec ces trois-là en défense centrale et Koumbedi qui va monter beaucoup. Il va falloir que Koumbedi s'améliore sur le plan défensif. C'est normal, il a 17 ans, il est tout jeune, il a ce profil de latéral offensif. Défensivement, c'est quand même pas fifou. Sur le but, il reste devant Diallo sans le serrer. La frappe, elle est magnifique, mais elle est évitable. Koumbedi doit aller plus proche de lui, je pense. Il est un petit peu haut, un petit peu trop offensif. Il a un peu les mêmes défauts que Malo Gusto. C'est des défauts qu'il peut travailler, donc je suis pas trop inquiet, il a 17 ans. Mais voilà, ce soir, c'est pas un super match, super match. On va lui mettre un 5 et un 5,5 d'encouragement sur l'apport offensif quand même, parce qu'il est quand même pas très aidé par Tété devant lui, et il est tout seul dans son couloir, il est vraiment tout seul Koumbedi pour animer ce couloir. Damien Da Silva, on en a dit pas mal de bien sur les 2 derniers matchs, mais malheureusement Damien Da Silva, y a quand même une saucisse par match. Le dernier match contre Clermont, l'alignement défensif sur le penalty, c'est de sa faute. Là, le but, c'est lui qui fait une relance de la tête plein axe sur l'apport. Alors déjà, chaque son en son temps. Sur l'apport offensif, il est 0. Alors on va pas lui demander d'apporter offensivement. C'est Damien Da Silva. On sait qu'il est là pour jouer la sécurité. C'est vraiment défenseur latéral strict sur FM. Et là, défensivement, sur le but, il est fautif. Donc c'est 4. Donc c'est 4, malheureusement, c'est difficile de mettre un peu plus. Thiago Mendes, très belle ouverture sur le but de Barcola. Donc il faut quand même mettre ça à son crédit.
Sur le reste, toujours planqué à la relance. C'est toujours le même reproche avec Thiago Mendes. On est dans une situation où l'OL a la possession, l'OL est pas attaqué avant la ligne médiane, et vous êtes obligé à chaque fois d'avoir Cherki qui décroche pour qu'il se passe un truc. Donc en fait, j'ai un problème avec Thiago Mendes qui est que même quand il est pas mauvais, il est mais invisible à la relance alors que c'est un joueur qui est censé être capable de faire ce boulot-là. Donc voilà, j'ai du mal à voir la plus-value de Thiago Mendes par rapport à des mecs qui poussent, et on va reparler d'El-Harouche, alors c'est pas le même profil, mais quand il a le ballon, il sait l'orienter le ballon, il n'y a pas de souci, il n'est pas mauvais, il fait des ouvertures intéressantes. Mais moi, ce que j'attends de Thiago Mendes, c'est quand vous avez les trois là, qui sont sur cette ligne-là, là, vous avez les trois défenseurs qui sont là, vous avez des Messins qui sont ici, ici et ici. Moi, j'attends que Thiago Mendes, il vienne décrocher un petit peu pour se retourner et ensuite orienter. Vous voyez ce que je veux dire? Thiago Mendes, il fait jamais ça. Sur les phases de relance, il attend, il est dans sa zone, il est là, il est là, et il attend. Et il attend. Et c'est comme ça depuis 2-3 ans, Thiago Mendes. À la relance, c'est jamais lui qui va créer le déséquilibre. C'est tout le temps soit Cherki, qui parfois est allé redescendre jusque-là pour aller récupérer un ballon et se passer quelque chose, un peu comme Fekir le faisait quand c'était la turpitude complète à l'OL, ou alors Cacré, qui est pas non plus le meilleur pour se retourner et orienter les jeux. Donc je suis désolé, mais Thiago Mendes, c'est un match qui est sauvé par cette semi-passe décisive pour Barcola, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, donc on va pas lui mettre une note dégueulasse, mais c'est 5. Cacré l'a bien fait. Cacré, il y a eu beaucoup de déchets avec le ballon. Sans le ballon, c'est toujours intéressant, Cacré, c'est toujours beaucoup d'activité, mais avec le ballon, il y a cette passe, là, je sais pas si vous vous rappelez, l'OL prend le but, et derrière vous avez le coup d'envoi, et là, je pense que la séquence de 15-20 secondes entre la reprise du jeu après le but et le 4 contre 2 de Metz, c'est une des plus grandes séquences de clownerie de l'Olympique Lyonnais récent. C'était pas dégueulasse, Cacré, on est d'accord, mais il y a des erreurs, et je sais, enfin, Cacré, vous savez que j'adore Cacré, mais Cacré, il a cette tendance quand même à sombrer avec le navire. C'est rarement Cacré qui va sonner la révolte, et quand quand le match sombre dans une espèce de faux rythme, Cacré sombre avec lui. Donc c'est dommage Cacré. J'ai envie de mettre 5 aussi. On sent la différence quand Tolisso est pas là. Ouais, le principal enseignement de ces deux-là, c'est que quand Tolisso est là, on le voit pas trop. Hein. Tolisso, il est pas hyper flamboyant, mais il donne vraiment de l'air à cette équipe. Et c'est problématique de voir que cette équipe est incapable de créer des choses au milieu de terrain quand il n'y a pas Tolisso avec elle, quoi. Donc voilà. Voilà, on va passer aux offensifs. On va commencer par les moins bons. On va commencer par Dembélé, qui a été calamiteux ce soir. Enfin, il y a cette déviation pour Barcola qui vient sauver un petit peu son match. Mais alors, les moon boots, quoi. Putain. Il est... Autant, vous savez, il y a des matchs avec Dembélé. Il y a des matchs Dembélé où il est tout seul devant, ça lui envoie des demi-saucisses et il doit se démerder avec ça. Là, il y a quand même eu pas mal d'opportunités. L'OL avait 65% de possession, 19 tirs. Dembélé... Les Timberland, quoi. Déviation involontaire. Oui, d'accord, déviation involontaire, on est obligé de lui compter. Dembélé, oui, Dembélé, 2,5. Voilà, 2,5. C'est un match dégueulasse, tout simplement. Tété, on va pas faire mieux. Hein. Tété, est-ce que vous avez un souvenir d'une bonne action de Tété? C'est dans ce match-là. Parce que moi, j'ai pas un souvenir d'une bonne action de Tété sur le match. Tété, c'était calamité aussi. C'était du Toko Ekambi prime. Hein. Il va falloir sortir la tête de l'eau, Mathéus Tété, quand même. Hein. Parce que là, non seulement il va pas signer à l'OL, mais personne ne va en vouloir. Hein. Le centre sur Dembélé, oui, c'est vrai. C'est vrai. On va mettre 2,5 aussi, hein. Les deux pèsent pas sur la rencontre. Tété, j'avais prévenu. Ouais, je me souviens, Matolisso. Je me souviens très bien que tu avais prévenu. Il me semble, sans vouloir dire, que j'avais dit, ok, dans le jeu, c'est pas ouf. Tant qu'il y a les stats, on va rien dire. Comme Toko Ekambi, tant qu'il y a les stats, on va rien dire. Il n'y a plus de stats pour Tété. C'est un peu comme Deschamps, hein. Quand on enlève le résultat, il n'y a plus grand-chose à sauver. Là, Tété, quand on enlève les buts et les passes D de début de saison, il n'y a plus grand-chose à sauver. Donc Tété, il va falloir soit qu'il apprenne à jouer avec ses copains, à lever la tête et à se servir de son pied gauche, son pied droit, pardon, soit qu'il recommence à StatPad, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à sauver. Hein. Faudrait étudier comment... En vrai, Tété, on arrive au stade, et ça va être un peu dur ce que je dis,
où on va peut-être être content de ne pas l'avoir signé. Parce que c'était cher, hein, Tété. Le Shakhtar en demandait beaucoup. Là, la fin de prêt, on va être là, genre, bon, ouais. Ouais, voilà. On va terminer par les notes positives. Il n'y a aucune concurrence au poste. Oui, bah, bien sûr, c'est bien le problème. 2 bons mois et puis mort-vivant, bah, comme tous les autres. Hein. On va terminer par les notes positives. On va terminer avec les 2 meilleurs joueurs du match, à mon sens. Cherki, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait depuis le début. Mais ce qui est important de noter avec Cherki, c'est que ça fait 3 matchs d'affilée où il est bon. 3 matchs d'affilée où on n'a pas envie de se fracasser la tête contre le mur. 3 matchs d'affilée où il est décisif, puisqu'il y a encore une semi-passe D, hein, puisque c'est un CSC. Voilà, Cherki, c'est la tête à l'endroit. Et j'ai le sentiment qu'il y a un basculement avec Cherki. Vous voyez? C'est-à-dire que Cherki, il a toujours eu, depuis qu'il joue un petit peu chez les pros, la capacité à créer un peu l'étincelle à partir de rien. Ça, il l'a toujours eu. Il y a toujours eu ce côté, il peut se passer quelque chose avec Cherki. Ce qu'il avait également, c'était, il va nous faire un truc débile. C'est vraiment, regardez, il est sur le point de faire une connerie. Il y avait un côté cirque Pinder quand il rentrait sur le terrain. Et j'ai l'impression que plus les matchs passent depuis 3-4 matchs, là, plus il est en train d'acquérir la justesse qui lui manque pour devenir un vrai bon joueur fiable. Vous voyez, il y a une action notamment où il part sur cette zone-là, là. Il part comme ça, et il y a 2 ou 3 défenseurs qui sont là. Peut-être pas 3, mais il y en a 2 ici et un derrière. Et il fixe, et en fait, le Cherki d'il y a 2-3 mois, il serait allé se foutre dans cette forêt de jambes pour aller faire une connerie. Et là, il a vu Cherki qui avait Tété qui arrivait derrière, là, et il lui a donné quasiment dans son dos. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il est en train de se passer quelque chose avec Cherki. Donc moi, le Cherki de ce soir, c'est un bon match. Et je pense qu'on va mettre 7. Parce que c'est un match juste. Et moi, le seul truc que j'attendais de Cherki, c'est qu'il amène un peu de justesse dans son équation. Comme par hasard, Cherki est meilleur quand il joue un match entier. Enfin, en l'occurrence, pas forcément, mais là, c'est 90 minutes pour Cherki. Et à son poste. On a jugé Cherki sur des entrées en jeu, souvent avec le score à remonter, sur l'aile. Et on va pas lui trouver de circonstances atténuantes parce que Dieu sait qu'il a fait des entrées qui n'étaient pas terribles, mais forcément que c'est plus facile pour un jeune comme Cherki sur lequel on a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance, qui a une vraie qualité, de s'imposer quand on a 90 minutes pour faire ses preuves et tout le jeu ouvert devant soi, que quand on rentre à 0-2 sur une aile où la seule solution c'est d'aller percuter et fixer l'adversaire. Bizarrement, quand il est mis dans les bonnes conditions pour réussir, Cherki c'est un petit peu mieux. Alors on va pas crier victoire tout de suite. Cherki est parfaitement capable de retomber dans ses travers. Mais je pense qu'on est à un moment charnière pour Cherki où il peut, s'il continue sur cette lancée-là, s'imposer réellement comme un titulaire dans cette équipe, ce qu'on attend depuis quelques temps, mais il faut quand même pas oublier qu'il a que 19 ans, Cherki. Il a quand même que 19 ans. Voilà, donc c'est un 7. Et Barcola, pour terminer, Barcola, bah écoutez les gars, Barcola ça va vite. Barcola, ça percute bien. Barcola, ça sait finir les actions. Et ça bosse défensivement. Bah voilà. Alors oui, Barcola, c'est pas le meilleur dribbleur de l'univers. C'est pas Mbappé. C'est même pas Loïc Rémy. Mais aujourd'hui, dans cet Olympique lyonnais-là, Bradley Barcola, il est meilleur que Toko Ekambi. C'est tout. Simple. C'est tout. Dans un Olympique lyonnais qui joue la Ligue des Champions, Bradley Barcola, ce serait pas suffisant. En tout cas, pas encore suffisant. Mais aujourd'hui, je sais qu'ici, on est sur un chat de convaincus. Quels sont les arguments en faveur de Toko Ekambi? Quels sont les arguments en faveur de Barcola? Faites le plus et le moins, et vous allez voir que c'est une évidence. C'est une évidence. Il a les mêmes qualités que Toko, avec un cerveau en plus. Voilà. C'est passé quoi avec Toko? Alors, de ce que j'ai lu sur Toko, il s'est blessé. Donc, il est sorti de la feuille. Et donc, voilà, la conclusion de tout ça, c'est quand vous faites la... Enfin, vous voyez ce qu'on a dit au début. Quand vous regardez, on va souligner en jaune les joueurs d'expérience de cet effectif. Voilà, ça c'est les joueurs d'expérience de cet effectif. Ce sont des joueurs qui ont 34 ans ici, 31 ici, Tété, je sais plus quel âge, je crois qu'il a 24, mais il a quand même de la Ligue des Champions dans les pattes. Lopez a 32 ans, et Dembélé a 27, je crois. Voilà, ça c'est les joueurs qui ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience internationale, ils ont de l'expérience européenne, ils ont je sais pas combien de saisons pro dans les jambes. Et après on va souligner en violet les gamins. Barcola, à peine une saison en pro. Cherki, 19 ans. Loukeba, 20 ans. Koumbedi, 17 ans. Diomandé, 22 ans. Et Cacré, 24 ans. Bah faites le calcul. Faites le calcul. Dans quel monde
Dans quel monde c'est ces joueurs-là qui permettent à l'OL de sortir la tête de l'eau? C'est qu'il y a un problème qui va au-delà des capacités individuelles, c'est un problème d'état d'esprit. Comme par hasard, ceux qui permettent à l'OL de s'en sortir, ce sont ceux qui ont des choses à prouver. Ceux qui ont une carrière riche derrière eux, un bel agent, un beau CV, bah c'est ceux qui sombrent. Donc quand Laurent Blanc nous dit que oui, les jeunes, c'est pas trop son truc et tout, ben frérot, regarde, juge, réfléchis. En joueur d'expérience, t'as Tagliafico. Oui, mais il n'est pas sur le terrain. Donc, Tagliafico, on peut rien lui reprocher. Mais le nombre de joueurs, soi-disant d'expérience à l'Olympique Lyonnais, qui sombrent, la recette, elle est pas bonne. Tété est jeune en réalité. Oui, il est jeune, mais il a une expérience énorme, Tété. Oui, Tété et Cacré, même date de naissance. Ouais, alors Cacré, c'est entre les deux, effectivement. Cacré 22. Cacré 22. Mais Cacré a de l'expérience, ouais. Mais même Cacré, en vrai, Cacré, c'est pas celui qui porte l'équipe depuis quelques matchs. Même le début de saison, il y a eu quelques matchs où il revient sur le devant de la scène, mais Cacré est pas à son meilleur niveau. Aujourd'hui, si vous prenez l'effectif de l'OL, les joueurs qui sont à leur meilleur niveau, là, ceux qui sont au terrain, les joueurs qui sont actuellement au niveau auquel on peut les attendre, ou au-dessus, c'est Cherki, c'est Barcola, c'est Lukeba, et c'est Koumbedi, on va dire. Koumbedi, on peut difficilement l'attendre plus haut. Aujourd'hui, les 4 joueurs qui sont au niveau auquel on peut les attendre, c'est ceux-là. TT, c'est 27 matchs européens, c'est énorme. Donc si vous faites l'effectif, c'est quand même bizarre. Regarde le match ce soir, les mecs qui sont capables de sortir la tête de l'eau, c'est ces 4-là. Donc voilà. Et Lopez, et Lacazette. Non mais Lacazette, il est pas sur le terrain ce soir. Da Silva, il est à son niveau. Ouais, bon bref, on va passer sur le cap. Allez, on termine par le Jurinho. Allez, le Jurinho. On va pas faire un point sur ce qui s'est passé sur les autres matchs. On s'en fout un peu, c'est la Coupe de France. Hop, je vous mets le lien du Jurinho dans le chat, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Vous avez 5 joueurs, vous les notez de plus 5 à moins 5. L'idée, c'est de noter ceux qui ont le plus d'impact sur la rencontre. Et après, ça nous donne un classement pour le match, des notes et le classement en relief. Vous voyez que dans le classement en relief, c'est Tokekambi qui est dernier avec moins 4000. Et en tête, c'est Lacazette avec 4600. Pour l'instant, le classement en relief, c'est Tagliafico 2e, Le Penant qui est toujours 3e, même s'il a complètement sauté de l'effectif. Cherki 4e. Il y a toujours un petit côté note avec l'émotion. Alors, Barcola, ça me semble logique. Cherki, ça me semble logique aussi. T'as oublié la note de France, toi. Dembélé, ça me semble logique aussi dans les notes TT. Ça me semble logique. On va mettre moins 5 à Dembélé, on va mettre moins 4 à TT, moins 5 à TT aussi. Cherki, on va lui mettre plus 3, Barcola plus 4. Et il nous en manque un qui a été mis dans les potentiels positifs. Qui on met? Lukeba, vous voulez mettre Lukeba? Lukeba, ouais, Lukeba plus 2. C'est pas non plus le match of all time de Lukeba. Ah, mais je vous rappelle que les notations, les débriefs, on n'est pas à l'after-foot, on n'est pas l'équipe. On est sur des choses qui parlent aux émotions et vous m'entendrez jamais dire que je suis objectif sur l'Olympique Lyonnais. À noter quand même que Clermont vient de nous battre, a perdu contre Ottawa. Ouais. Allez, on va être là-dessus. Vous votez autant que vous voulez. Vous votez, vous voyez, il y a 55 votes. Si on fait match, il y a 56 votes. Je vous vois, regardez, si on clique là-dessus, on peut voir vos notes. Voilà, on peut voir les petites notes que vous mettez partout ici. Comme ça, vous pouvez stalker un petit peu. Oui, si vous voulez qu'on fasse un petit point. Allez, on va faire un petit point quand même. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé, notamment vendredi. Vendredi, pas grand-chose à signaler, si ce n'est l'élimination de Montpellier, éliminé par Pau, 2-1, la honte. Le PSG qui a un petit peu galéré contre Châteauroux. Strasbourg qui continue sa descente aux enfers avec une défaite au tir au but contre Angers. De l'autre côté, Évreux avait ouvert le score contre Bastia. Bastia s'est qualifié finalement. Hier, qui avait quand même bénéficié d'un carton rouge tout à fait logique. Si vous n'avez pas vu le carton rouge infligé à Eric Bailly, allez sur mon compte Twitter, j'ai relayé la vidéo, c'est de l'art. C'est de l'art. Le mec arrive, c'est Kung Fu Eric, quoi. Il démonte la gueule. Lina Montlhéry n'a pas fait l'exploit contre Lens, malheureusement. Le vrai résultat important, c'est ça. Strasbourg-Königshofen, qui est un petit club de la banlieue strasbourgeoise, enfin de la banlieue, non, c'est un quartier de Strasbourg, a battu Clermont au tir au but. Clermont, qui, je vous le rappelle, s'était imposé contre l'Olympique Lyonnais. Voilà. De là, ouais, un côté De Jong en 2010, effectivement. Et pour le reste, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le Puy-en-Velay qui est en train de tarter Nice. Vraiment la sinistrose absolue pour Nice. On verra. On ne cracherait pas contre un Strasbourg-Königshofen pour le prochain tour. Ou Grasse, par exemple. Ça me va aussi.
Je voulais aller voir le match dégoûté. Ouais, terrible. Des gens ont mis -5 à Cherki. Oui, mais ça, c'est des gens débiles, ça. C'est des gens débiles. C'est des contre-hyper à la con. Voilà, on a terminé ce débrief qui va faire une petite heure. C'est bien pour la Coupe de France, vous êtes encore très nombreux. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes 600, 700 sur un match de Coupe de France à la con. Il y aura probablement pas, sauf surprise, de débrief des matchs contre Nantes et Strasbourg. Je vais partir demain au Cap-Vert. Peut-être que j'y croiserai Bruno Chéroux qui travaillera dur pour le mercato. Et donc en fonction de la qualité du Wi-Fi à l'hôtel où je suis, il y aura peut-être un débrief, mais c'est pas prévu aujourd'hui qu'il y ait des débriefs de Nantes et Strasbourg. C'est quand le tirage? Probablement demain. Tu fous quoi là-bas? Je suis en vacances. je pars en vacances. Je pars prendre un petit peu le soleil et voir la mer. Donc je pars une semaine au Cap-Vert. S'il y a du Wi-Fi à l'hôtel, on fera un débrief du match, parce que de toute façon je vais le regarder. Sinon tant pis, mais c'est possible qu'il n'y ait pas de débrief pour Nantes et Strasbourg, c'est même très probable. Il faudrait qu'on soit bon pour que tu fasses un débrief. En fait, ça dépend pas de vous, ça dépend du Wi-Fi. C'est-à-dire si je peux streamer de l'hôtel, il n'y a pas de souci. Je vais prendre mon PC portable, je vais prendre la caméra, je vais prendre le micro. Mais s'il n'y a pas de Wi-Fi, je peux pas. Tu tombes sur Chéroux au Cap-Vert, tu fais quoi? Bah déjà je prends une photo, et après je fais un montage. S'infliger un auto-L pour tes vacances. Ah ben je les regarde les matchs, de toute façon je les regarde. De toute façon, je les regarde, et en plus, je pars avec une amie qui est supportrice strasbourgeoise, donc autant vous dire que Lyon-Strasbourg, on va le regarder forcément ensemble pour savoir lequel des deux sera le plus déprimé après. Donc voilà, il y aura peut-être pas de débrief. On verra si je fais un live nocturne à un moment donné. C'est fort peu probable, puisque je vous avoue que j'ai pas prévu de rester sobre beaucoup de temps là-bas. Donc voilà, retour de vacances dimanche. Et derrière, on reprendra les débriefs jusqu'à la fin de saison de façon assez classique. Spoiler, ce sera toi. C'est possible. Après, Strasbourg, ils sont très très clairement encore plus en dépression que nous. Hein. Un vieux 0-0. Oh bah ça, c'est totalement envisageable. Ouais. Donc voilà, ouais, non, petite semaine de vacances. Il y a je sais plus qui m'a dit la dernière fois, t'avais toute la Coupe du Monde pour prendre des vacances. C'est vrai, j'aurais pu prendre mes vacances pour la Coupe du Monde, mais j'ai décidé de partir en janvier un petit peu sur un coup de tête. Donc voilà, il y aura peut-être un live nocturne à un moment donné si le cœur m'en dit, quoi que ce soit. Mais voilà, je vous préviens juste que c'est possible qu'il n'y ait pas de débrief sur les 2 prochains matchs. Ou en tout cas, peut-être qu'il y aura un débrief, mais ce ne sera pas un débrief en live. C'est une solution aussi de faire un débrief enregistré pour être plus simple et de l'uploader derrière dans la foulée. Ça dépendra vraiment de la connexion Wi-Fi de l'hôtel, hein, de toute façon. Voilà, on a terminé ici. Merci encore hein, à tous ceux qui sont là de façon régulière. Je vous vois hein, dans le chat, je vous vois tous les pseudos, les Milinian, les Fredport, les Gleb et tout ça, je vous vois tous. Merci beaucoup pour les pouces, merci pour les commentaires. Vous voyez, j'insiste là-dessus. J'insiste beaucoup sur les commentaires, sur les pouces, sur les abonnements à la chaîne et tout. Parce que l'algorithme, il rigole pas en fait. L'algorithme YouTube commence à capter que le contenu est bon, et en tout cas qu'il est apprécié. Et le pouce, on n'est pas passé de 2000 à 5000 sans un coup de pouce de l'algo YouTube. Donc c'est vous qui m'aidez à ça. Donc merci beaucoup là-dessus. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, je vous le remets dans le chat, on sait jamais. Go te payer des vacances avec les commentaires. La Twitch Money me permet en partie de partir en vacances. Ouais. Salut Charlie, tu veux te mettre bien. Va voir Pied Carré Saïd qui fait une vidéo avec pas tout incroyable. D'accord, bah, j'ai regardé. Ouais. Merci à vous. Prochaine échéance, du coup, peut-être Nantes, peut-être Strasbourg, mais je vous le garantis pas. Sinon, ce sera dans un peu plus d'une semaine. Prenez soin de vous. Je vais vous envoyer en raid quelque part. Si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas les commentaires. Mettez n'importe quoi, hein, ça fait toujours plaisir. Je vais vous envoyer. Oh, je sais ce que je vais faire. Alors, je vais vous demander un truc. Je vais vous envoyer. Est-ce que je peux les raids? C'est ça la question. Je vais vous envoyer. Je vais vous demander une petite mission. Je vais vous faire une petite mission. Je vais vous envoyer sur la chaîne de Arte et je vous demande dans le chat de mettre Allez Compoto, C-O-M-P-O-T-O, comme ça, comme dans le chat, avec des emotes partout. C'est une amie à moi qui participe à la Game Jam d'Arte et ça lui fera plaisir si vous mettez le bordel dans le chat en mettant Allez Compoto. Voilà, je compte sur vous. Même si vous êtes 50 à le faire, ça sera déjà énorme. Donc voilà, allez me foutre le bordel sur la chaîne d'Arte. Mettez-moi Allez Compoto, Compoto on est avec toi, c'est Compoto qui va gagner. Soyez polis, pas d'insultes, mettez autant d'emotes de merde que vous voulez. Mais voilà, je compte sur vous. Hein. Merci beaucoup, bisous, à bientôt, prenez soin de vous et puis bah allez l'OL hein, quand même. Hein. Allez, ciao.